parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour et bienvenue chez les grandes gueules quand le technicien Mohamed Diaby fait ses problèmes ici à l'antenne. Merci de votre fidélité et de nous regarder un peu partout dans le monde. Le plaisir de vous retrouver chaque jour pour ce talk show qui parle de vous. Vous le savez, nous décryptons l'actualité pour vous aider à mieux la comprendre, bien évidemment, tous les sujets qui vous intéressent. Ici, chez les grandes gueules, cette émission est interactive. Vous pouvez donc y participer en interagissant, en nous écrivant au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif 00224. Vous pourrez également nous écrire sur Twitter. J'espère que le problème sera réglé aujourd'hui avec Cabinet Condé au hashtag espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer cette émission dans la deuxième partie. Merci de nous regarder à la télévision un peu partout dans le monde, mais aussi de nous écouter à la radio du côté de Mamo sur Fraternité FM. À Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission, une émission à retrouver sur guinée114.com. Merci à tous de nous rejoindre. Nous parlerons de beaucoup de sujets qui concernent l'actualité, bien entendu. On va commencer avec toute l'équipe au grand complet ici dans ce studio. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Tu as l'air surprise. Ah, généralement c'est comme ça. C'est comme fait exprès. J'ai fait exprès. Beaucoup de choses à faire les matins. Tu bien fait ce matin. Grâce à maman, merci à elle. C'est ça, il faut que tu apprennes. Je vais apprendre. C'est pas évident. Jacques Léo Aleno, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Dada Mohamed, bonjour. Bonjour. Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais juste dire bonjour à EDG. On a repris encore avec les mêmes choses. C'est qu'entre l'électricité de Guinée et la pluie, il n'y a pas alliance. Depuis 3h, 4h du matin. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de coupures hier. Oui, moindre vent jusque-là et voilà. Et si on disait aussi bonjour au département de Papakoli Kourouma par rapport à l'insalubrité, la pluie qu'il y a eu hier. Réveillez-vous ce matin, il y a des routes qui n'étaient pas empruntables. Nous, la descente de la T7, T8 ce matin. C'est partout à Conakry. C'est incroyable. En fait, on en parle tout le temps. Quand on sait que vous n'avez pas de route aussi. C'est un autre problème. On avait peur pour nos pneus ce matin. Mais ce que je veux dire, c'est que les caniveaux qui sont généralement bouchés, parce que ce sont des ordures qu'on ne voit pas généralement à cause de la circulation. Mais dès qu'il y a une petite pluie, c'est comme si l'eau qui allait là remettait sur les chaussées, toutes ces ordures. Ces ordures-là, c'est juste incroyable. Qui les déverse sur la chaussée? Les citoyens, mais qui doit s'en occuper? Il y a quand même des poubelles qu'on a. Le problème, c'est que sur les grandes voies, avec Al-Bayrak, l'État guinéen, donc le ministère de la Ville, a signé ce contrat qui fait qu'il y a des bacs à ordures qui sont aux abords des routes. Mais le problème, je crois, c'est dans les quartiers. Exactement. Parce que les ordures viennent de là. Les caniveaux ont été curés par moment, mais après les ordures qui sont en train de descendre, voilà, c'est pas couvert. Voilà, c'est pas couvert. En plus, il faut qu'à l'intérieur des quartiers, il existe des PME qui viennent régulièrement ramasser les ordures. Parce que ça aussi, pour certains quartiers, lorsque vous, par exemple, chez moi, on a accès à ces PME, mais dans bien d'autres quartiers, c'est pas le cas. Les gens sont obligés d'amasser les ordures et puis nuitamment, et d'ailleurs, il y en a qui profitent de ces grosses pluies pour sortir et remettre. Oui, justement. Ça, c'est un autre problème. C'est le problème que beaucoup de Guinéens comme moi avons. Moi, le problème, c'est quoi? Chez moi, par exemple, les familles juste à côté, peut-être qu'elles me regardent maintenant, les familles juste à côté refusent de déposer les bacs pour les PME qui sont là. Moindre pluie, même une pluie de 2 minutes, Pourquoi refuse-t-elle? Je ne sais pas, on ne sait pas. On en a parlé avec le quartier, le secteur, mais ils préfèrent toute la saison sèche accumuler leurs ordures. Moindre pluie, 5 minutes seulement, ils déversent et puis ça vient s'entasser devant notre portail. Je vais dire bonjour au DI quand même. Voilà. Antoine Kourouma. J'attendais. Bonjour. Bonjour Madame So, bonjour à tous. Mon coup de gueule de ce matin, Madame So, et là je vais y aller. Je ne suis pas du tout content, Madame So. C'est le premier coup de gueule d'ailleurs pour ce mois de Ramadan. C'est à l'université de Symphonia.
on m'a alerté hier par rapport à ce qui se passe de ce côté. Ce matin, à nouveau, on a pu faire le constat. Les femmes vendeuses des plats habituels ne viennent pratiquement pas depuis hier. Mais l'université, à mon avis, c'est un centre laïque. À l'université se trouvent des musulmans et des chrétiens. Je ne peux pas comprendre que sur la centaine, voire les dizaines de vendeuses qui sont généralement, pour ceux qui connaissent l'université de Sonfonia, elles y sont nombreuses à la déventure de l'université, que personne parmi elles ne vienne pendant les heures de cours. Les étudiants hier ont été contraints, pour ceux qui ne gênent pas, d'aller à des distances assez éloignées pour se trouver à manger ou aller dans des lieux inhabituels pour pouvoir manger. Il y a une cantine au sein de qui l'université qui est aussi fermé, et cela c'est vraiment offusquant parce qu'on ne peut pas comprendre que pour le mois du Ramadan qu'on décide comme cela de manière unilatérale de tout fermer. Alors que c'est pas tout le monde qui gêne. À l'université, il y a des personnes qui soit sont malades. Et si tous les vendeurs sont musulmans parce que les gens ce n'est pas une raison, Madame So. On peut être musulman et penser à ceux qui ne gênent pas aussi. Il y a des personnes qui sont malades qui ne gênent pas. Il y en a qui se disent qu'en période, au mois de Ramadan, des musulmans qui se disent qu'ils ne revendent pas la nourriture pendant la journée. C'est ce que les gens se disent. C'est ce qu'il faut condamner. Parce que moi, je me dis que dans un centre comme l'université, les autorités de l'université peuvent prendre des dispositions dans ce sens pour que ceux-là qui ne gênent pas puissent au moins pouvoir manger. Mais hier... Tu as pris tes dispositions, tu as amené à manger ici. Ça, c'est à Adafo Média, les étudiants peuvent préparer leur sandwich. Une entreprise privée où on se dit que les femmes qui sont à l'extérieur peuvent ne pas vendre. Mais à l'université, je me dis qu'il est nécessaire qu'on prenne des dispositions pour que ceux-là qui ne gênent pas puissent manger. Moi, je peux comprendre ce cas. Je peux comprendre ce coup de gueule de Antoine. Je suis très en colère à ce niveau parce que je ne comprends pas pourquoi. C'est la cantine, le restaurant de l'université qui est fermé réellement. Mais lorsqu'il s'agit d'un Gabuntu qui vend son haricot dehors, de Mariama qui vend son pain dehors, ce que tu ne sais pas, là où elle vend, l'espace sur lequel elle vend appartient à l'université. C'est un espace qui appartient à l'université. Non, mais c'est pas l'université. Attendez, elle paye des taxes pour ça. C'est pas l'université qui leur a donné leur capital quand même. On ne les compterait pas, mais puisque ce n'est pas un espace privé à elle et qu'elle vendent pour les étudiants, et ces étudiants ne sont pas tous musulmans, il est indéniable qu'on prenne des dispositions pour que ces femmes-là reviennent vendre pour ceux qui ne gênent pas. L'université est un centre pour moi laïque où on ne peut pas priver ceux qui ne gênent pas de nourriture. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour ces étudiants qui ne sont pas musulmans, qui sont chrétiens, ou ces étudiants-là qui sont malades, qui ne peuvent pas gêner? À ce niveau, il serait important que Koreba, qui est le recteur de l'université, prenne des dispositions. Mais si ça relève de son domaine, soit on intime à ces dames de soit réduire la quantité habituelle parce qu'on se dit que tout le monde ne va pas manger, mais qu'on fasse en sorte que les étudiants puissent au moins se trouver à manger. Ce matin à nouveau, il n'y a que 3 femmes qui sont en train de vendre à l'heure où je vous parle. Je me dis que c'est... Au moins, il y en a. Il y en a au moins 3. C'est injuste. La consommation de la nourriture est variée. On ne peut pas manger la même chose tout le temps. Décidément. Il faudrait que les femmes... Il faut qu'elles vendent tout. Antoine, voilà. Moussa Moïse... c'est pas bon. Oui, le coup de gueule est passé et je te soutiens. C'est injuste. Merci. Voilà. Ce soutien n'est pas sincère. Non, il est sincère. Ce n'est pas juste. Permettez-moi de dire bonjour à Moïse qui vient d'arriver. Bonjour, bienvenue. Merci. C'est un coup de sabot. Vraiment. Un coup de gueule. Moi, je ne comprends pas ce matin. Je trouve quand même que la laïcité, ce n'est pas un travail de forcené. La place appartient à l'université, certes, mais ces dames sont libres de vendre ou de ne pas vendre. Ah non. Lorsque la cantine de l'université ferme, lorsqu'elle ferme, eh bien, les étudiants ont des comptes à demander au rectorat. Mais lorsque des femmes qui sont privées, qui sont dans l'informel, payent leurs condiments, ce n'est pas l'université qui paye leurs condiments. Lorsqu'elles jugent que pour leur foi musulmane, il n'est pas possible pour elles de vendre de façon à ne pas se gêner soi-même, parce que c'est gêner pour ne pas gêner. Lorsque elles estiment que cela n'est pas possible, elles ont la liberté de ne pas vendre. Ça, on peut pas quand même leur imposer cela. Mais ce qui peut être fait par les étudiants, c'est de demander au rectorat de prendre des mesures idoines afin que la cantine qui appartient à tout le monde, qui appartient à tout le monde, musulman ou pas, bouddhiste ou pas, avec que cette cantine... Les prix qui sont fixés à la cantine, alors, vous le savez, Moïse, ne sont pas ça, c'est notre combat. Moi, les étudiants qui n'ont pas les moyens ne peuvent pas manger à la cantine. Je suis d'accord, mais, vous le savez, mais ça, c'est le combat. Un plat d'omelette à la cantine n'est pas le même qu'un plat sur le marché. Ce combat doit être mené par les étudiants afin que les prix soient revus à l'université. Pour la cantine. Mais moi, je ne peux pas sortir dans la rue. Il y a des associations d'étudiants pour ça. Oui, exactement. En tant que chrétien, je trouve que
Tanti Saleh qui est là a fermé son maquis. L'autre a fermé. Je dis, mais vous croyez quoi? Vous pensez que vous êtes... nous sommes dans un pays, je sais pas moi, islamique. Non, je n'ai pas raison. Elles sont libres de le faire. Parce qu'il y a certains qui ne supportent pas cela. D'accord. Si, ça c'est vraiment... C'est une question... L'espace appartient à l'université. Mais attends, elles y sont parce qu'il y a des étudiants. Mais l'espace appartient à l'université. Cela ne leur arrache pas leur foi musulmane. Moïse. Pour leur liberté de ne pas vendre. Je ne leur en veux pas. J'en veux aux autorités. Exactement. C'est-à-dire que c'est à eux de prendre des mesures pour que ces femmes reviennent vendre, même en diminuant la quantité. Ces femmes sont libres de venir, de ne pas venir. Sincèrement, on ne peut pas leur imposer. Ça, on leur retient alors l'autorisation de vente. Ça, c'est notre débat. Il faut se battre pour que le rectorat mette les moyens qu'il faut afin que la cantine scolaire, la cantine de l'université pourquoi est-ce que le maire de Matoto, à un moment donné, a intimé aux commerçants d'ouvrir les boutiques dans les marchés? Faute de quoi on va leur retirer leur autorisation. Mais si tu confonds complètement les choses. Le marché appartient à la commune. Antoine, à ce niveau, mais je sais pas. C'est juste un exemple que je prends. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. L'espace appartient à une entité donnée. Ça ne colle pas. Il revient à cette entité-là d'intimer aux gens d'exercer librement. Vous voulez que le rectorat vienne dire aux vendeuses, de revenir vendre. Venez vendre. Vous êtes musulmans certes, quel que soit ce que ça vous fait, venez vendre. Parce qu'il y a des personnes qui ne gênent pas comme vous. Mais attends, nous sommes d'accord. À ce moment-là, nous ne sommes pas dans un état laïque. Ben si. Non, mais c'est la laïcité qui nous demande ainsi. Je suis surpris ce matin que vous souteniez cela, que vous souteniez que des femmes privent des étudiants de nourriture. N'en fais pas un truc. Écoute ce qu'on essaie de dire, ce que Moïse dit. Antoine, la liberté d'exercer sa foi, c'est mentionné même dans notre constitution. Normalement, dans des universités comme l'université de Sonfonua, il doit y exister des cantines. Dans ces cantines scolaires, on doit pouvoir, je ne sais pas, avoir une politique pour que les étudiants puissent acheter là-bas. Mais malheureusement, le paradoxe est quand même que même dans les universités ou les écoles où il y a des cantines, c'est beaucoup plus cher à l'intérieur, c'est pas à la portée des étudiants. Ouais. Donc ils sont obligés de sortir acheter avec ces femmes. Et ce que Moïse explique a tout son sens. Si c'était la cantine de l'université, on ne peut pas fermer, que ce soit pendant le carême chrétien ou pendant le ramadan, c'est pas possible. Ça, c'est du devoir des autorités de l'université. Mais ces femmes, ce sont leurs propres projets, c'est leur argent. Elles en font ce qu'elles veulent. Si elles prennent la décision aujourd'hui, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont musulmanes ou quoi, de ne pas aller, elles n'iront pas. Ça leur revient. C'est à l'université de mettre en place une stratégie pour que, quelle que soit la période, que tous les étudiants, parce qu'il n'y a même pas que des chrétiens qui ne gênent pas, il y a des musulmans aussi qui ne gênent pas, qui ont besoin de manger. Donc il s'agit de trouver une stratégie au sein de l'université qui permette à ceux qui ne gênent pas de pouvoir manger sur place et à coût réduit. C'est ce qui n'existe pas et c'est ce qui pose ce problème. Bien, je pense que ce que les gens ne comprennent pas, ce coup de gueule, il n'est pas fait ce matin parce qu'il y a des étudiants chrétiens qui n'ont pas où trouver à manger. Il est fait parce que depuis des années, ces messieurs qui sont chrétiens ici au sein du groupe Adafo Média trouvent dommage qu'ils aient des difficultés à se trouver un petit pain pendant le ramadan. Ça n'a aucun lien. Ils s'en plaignent tout le temps. Ça n'a aucun lien. Alors, ça n'a aucun lien. Ils viennent avec des bols. Des bols. Honnêtement. Je trouve que c'est extraordinaire. Il ne faut pas prendre son problème personnel. Ce n'est pas une question d'humour. Je crois la question qu'il soulève est pertinente. Je pense qu'il faut derrière qu'il y ait une politique véritable dans toutes nos universités qui sont des universités de la République, les écoles de la République, que le manger soit disponible durant toute l'année scolaire, durant toute l'année académique. Je pense que ça, c'est important. Mais nos marmites sont privées. Nous appartient à tout. Mais après, bien entendu, cette démarche peut aller au-delà de ce que l'université est capable, par exemple, de mettre à la disposition des étudiants. Je pense que les femmes qui font aussi le choix de vendre dans ces centres publics peuvent comprendre cette situation. Moi, pourquoi pas? Je ne dis pas par obligation, mais au nom de la laïcité, je pense que les personnes qui vendent, qui font de la restauration peuvent naturellement continuer à vendre en diminuant leur ration, en se disant que, bien entendu, en période normale, il y a un chrétien qui est venu acheter quand même chez moi. Ça c'est de façon libre. Oui, de façon libre, mais cela, il faut cultiver ça. Il faut cultiver. Parce que si on est en train de dire, bon, on est libre de le faire parce que c'est le ramadan au nom de la foi. Non, s'il doit y avoir appel, l'appel doit être, pourquoi Moussa l'a dit, il faut se battre pour que la cantine qui est universitaire fonctionne
et à la hauteur de la bourse. Moyens soient accessibles à la bourse de tout le monde. Des étudiants. Mais lorsque Ngabuntu vient avec sa marchandise, elle décide de venir. Il faut sensibiliser Ngabuntu. C'est elle. Non, il faut la sensibiliser parce que si elle n'est pas sensibilisée, elle va penser que c'est normal. La sensibilisation, je peux bien vous comprendre, Jacques. Voilà. Mais je ne peux pas comprendre, Antoine, qu'il veuille que ce soit une imposition sur ces gens. Ça ne peut quand même pas marcher. Pour sa chapelle. On va continuer. Peut-être qu'on va penser à mettre en place une cantine ici à Dafo Media. Pourquoi pas. On continue donc, on part avec ce sujet. Droit syndical, le SLEG face à la loi sur les agents de l'État, Jacques Léo-Aleno. Oui, il y a cette loi-là qui a été adoptée en 2019. Le gouvernement a donc songé depuis 2018 à élaborer une loi sur les agents de l'État, donc tous les fonctionnaires, qui est fonctionnaire et quels sont les avantages liés à la fonction, comment on part à la retraite et quels sont les droits liés et les avantages liés, n'est-ce pas, à la retraite. Et il y a un article bien évidemment dans cette loi, c'est la loi 027, qui a été adopté, donc élaboré en 2018, adopté par la 8e législature en 2019. À l'article 39, on va faire mention du droit à la retraite, de la relation entre la retraite et, n'est-ce pas, le syndicat. Donc, tout syndical, non, tout fonctionnaire qui a droit à la retraite, qui va à la retraite, ne peut plus défendre les agents de l'État. Aboubakar Souma, qu'on a pu entendre hier, estime que la loi est taillée sur mesure et que c'était pour le mettre à l'écart parce que lui, il est secrétaire général du SLEG et je crois qu'il est désormais à la retraite. Donc, si on tient compte de cette disposition, il n'est plus à même de défendre les enseignants qui sont donc les enseignants de l'État. Voilà. Et puis, derrière, on a pu entendre les autres syndicalistes parce qu'il disait parler au nom de tous les syndicalistes. Parce qu'il dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça le vise directement, mais d'autres peuvent aussi aller à la retraite et puis se retrouver dans cette situation où l'État va leur dire qu'ils ne sont plus des interlocuteurs face à tous les problèmes qui peuvent naturellement se poser. On a écouté Pépé Balamou qui n'est pas d'accord avec lui. Pépé Balamou, mais également, je crois, So aussi, de l'USTG, et qui ne serait pas d'accord. Il y a quand même des textes qui ont été adoptés dans ce pays. Et le mal, c'est qu'en amont, il n'y a pas assez de vulgarisation pour qu'on comprenne qu'à l'intérieur, il y a des dispositions qui posent problème. L'Assemblée, puisqu'elle nous représente là-bas, se retrouve, adopte des textes parfois sans peut-être comprendre le contenu. Moi, je ne dis pas d'emblée que cette disposition vise directement Aboubakar Souma, mais je me pose des questions. Et pour le syndicat des retraités, parce qu'il y a un syndicat des retraités. Cosatrec. Est-ce que ce syndicat est supprimé si on tient compte bien naturellement de cette disposition de la loi? Notamment, parce il y a des problèmes entre cette loi et la Convention internationale sur le syndicat, notamment au niveau de l'OIT. Et quand on prend tous nos textes, on le dit, je ne suis pas juriste. Mais Jacques, l'article 39 est très précis. Lorsque vous citez le cas des retraités, l'article 39 dit clairement que tout agent de l'État admis à faire valoir ses droits à la retraite perd d'office le droit d'appartenir à une organisation syndicale des agents de l'État. Oui, mais le syndicat des retraités, ce sont les retraités qui ne sont plus au service de l'État. Ils ne sont plus au service de l'État, ils n'ont pas droit à la pension. Là, ils ont droit à la pension, mais ils ne sont plus actifs. Voilà, ils ne sont plus actifs, donc je crois qu'ils ne sont pas concernés par ça. Ce que j'étais en train de dire donc par rapport au texte, parce que que ce soit notre constitution ou les lois organiques qu'on adopte à l'intérieur, on essaye un peu de se référer à ces textes internationaux que nous avons quand même ratifié. Donc la Convention internationale du travail est ratifiée par la Guinée et je pense qu'on devrait en tenir compte. Aboubakar Souma peut donc naturellement penser que ça le vise, mais je pense qu'au-delà de lui, il y a, n'est-ce pas, d'autres personnes qui peuvent se retrouver là-dedans. Derrière aussi, et je peux me permettre cette contradiction avec moi-même, il y a quand même une petite logique. Parce que si quelqu'un est en activité,
il est mieux placé pour défendre, n'est-ce pas, les travailleurs qui sont en activité. Celui qui n'est plus en activité, je vois mal comment il peut continuer à porter la voix des autres. Moi, à ce niveau, Madame So, si vous permettez, je me dis que c'est vrai qu'Abakar Souma se sent visé par cette loi, ce qui ne serait pas surprenant au regard de ce qu'on a vu dans la pratique syndicale ces dernières années. On sait tous qu'Abakar Souma a été un peu le syndicaliste qui a fait boire assez de couleuvres au gouvernement ces 3 dernières années. Qui a fait avaler des couleuvres au gouvernement. On se souvient que depuis 2017 jusqu'à nos jours, c'est le seul syndicaliste qui a pu à des moments donnés faire reculer l'État sur des situations précises. Et il fallait que l'État trouve des solutions pour éviter que cette forme d'humiliation perdure. Et je me dis qu'avec l'arrivée du ministre... comment il s'appelle, le ministre de l'Éducation? Le nouveau ministre. Docteur Banobari, vous savez combien de fois il s'est battu pour que les grèves du SLEG prennent fin? Comment est-ce qu'il s'est battu pour qu'Abakar Souma ne soit plus aussi fort comme il était avant? Je me dis que la stratégie a été bien mûrie et il fallait trouver une solution pour... Est-ce que c'est le travail de Bano? Non, en parlant de lui, vous savez que bien avant qu'il ne soit ministre... Ce n'est pas l'œuvre de Bano, ça. C'est pas l'œuvre de Bano. Antoine. Si vous pouviez me... Non, mais c'est lui qui a travaillé quand même sur... on ne me dira pas le recensement qui a joué un rôle important. On va aller sur le terrain. Vous ne me direz pas le contraire. On a Boubacar Souma en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Souma. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Par rapport à cette loi, d'aucuns disent que Boubacar Souma a du mal à faire valoir ses droits à la retraite. Comment peut-on atteindre le nombre d'années définies pour aller à la retraite et continuer à porter la parole, à représenter ceux qui sont encore en activité à Boubacar Souma? Bien, merci. Comment est-ce que je ne comprends pas votre question-là? Monsieur Souma, avez-vous du mal à faire valoir vos droits à la retraite? Jamais. Je n'ai aucun mal à aller à la retraite. Aucun mal. Êtes-vous retraité ou pas, monsieur Souma? Je suis retraité. Voilà. Que dites-vous alors de cette loi qui dit désormais que vous n'avez pas le droit de défendre les syndicalistes ou les syndiqués, les travailleurs exerçant dans le domaine du public? Bon, moi je crois que, comme vous le savez, le syndicat, c'est une structure bien organisée et qui fonctionne sur la base de ces textes juridiques, n'est-ce pas, qui sont élaborés, n'est-ce pas, en tenant compte de tous les critères, de tous les paramètres qui sont définis ici, n'est-ce pas, par rapport à la constitution d'une association, d'une organisation syndicale. Donc, c'est cette base-là que le syndicat fonctionne. Et en tenant compte, n'est-ce pas, de toutes les conventions, nous avons élaboré notre statut et règlement intérieur. Donc, en fonction de cela, nous menons nos activités. Maintenant, si dans l'exercice, n'est-ce pas, de ces activités-là, on nous demande qu'on crée une loi maintenant qui dit qu'une fois que vous êtes maintenant à la retraite, vous ne devez plus mener des activités syndicales, alors là, c'est une violation, n'est-ce pas, des conventions internationales. C'est une mission, n'est-ce pas, dans les affaires syndicales, parce que le gouvernement, aucun patron, le patron n'a rien à voir, n'est-ce pas, dans l'organisation, conformément même à nos lois nationales, conformément aux lois internationales. Donc, on ne peut pas dire que quand si quelqu'un est à la retraite, il ne peut pas, n'est-ce pas, exercer ses fonctions syndicales. C'est d'ailleurs le moment bien indiqué pour pouvoir bien mener ses activités. Monsieur parce qu'il est libre. Le syndicat, c'est la disponibilité. À lire cette... Monsieur Souma, par rapport à ce qui est dit, Monsieur Souma, syndicaliste qui est en activité, qui n'est pas à la retraite, qui porte la parole, qui défend les intérêts des syndiqués en activité également, c'est bien compréhensible, surtout que ça se fait dans le domaine du public. Mais Monsieur Souma, qui est à la retraite,
peut-il continuer, étant à la retraite, de défendre les intérêts des syndiqués ou des membres d'une association syndicale qui sont encore en activité? Surtout qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes. Ah, mais bien sûr, on a les mêmes problèmes. La différence, c'est les salaires qui sont payés par l'État. Mais nous avons les pensions. Celui qui est à la retraite a une pension qui est payée aussi par l'État. Et ce sont les syndicalistes qui ont toujours défendu les travailleurs à la retraite. Monsieur Souma, l'État est le régulateur principal de tout ce qui se passe. Mais en même temps, si on suit votre logique, les syndicalistes dans le domaine qui existe par exemple dans le domaine des retraités, parce qu'il y a un syndicat qui défend les intérêts des retraités qui sont aussi marginalisés, mais ces syndicats-là n'auront plus raison d'être si on peut continuer, si vous pouvez donc continuer à occuper le poste que vous occupez maintenant pour des travailleurs qui sont en activité. Vous ne comprenez absolument rien. Dans tout le monde entier, dans tout le monde syndical, il n'est jamais dit que quand le travailleur va à la retraite, il cesse d'exercer ses fonctions syndicales. Aucune loi syndicale ne le dit. Donc, ça, c'est les conventions internationales. C'est pas ce qui est dit ici, dans cette loi, camarade. Pourquoi il demande à ce que la loi soit changée? Camarade ce n'est pas dit ici que vous arrêtez d'exercer toute action syndicale. Vous pouvez défendre désormais d'autres syndiqués, mais pas les travailleurs de l'État, pas les agents de l'État. Nous ne voyons pas la raison. On ne voit aucune raison. Comment on peut défendre encore d'autres travailleurs syndiqués qui ne sont pas de l'État, alors que quand on est travailleur, quand on est, n'est-ce pas, à la retraite, on a la latitude, n'est-ce pas, de défendre, n'est-ce pas? Non, il y a les retraités, par exemple. Il y a des retraités dont les pensions retardent, il y a des retraités qui ont des difficultés. Vous pouvez bien porter leur parole et les défendre. Écoutez. Je dis, et je répète, aucune loi syndicale ne dit que quand le travailleur va à la retraite, il ne doit pas exercer ses fonctions syndicales. Nous évoluons conformément à nos lois. Ce n'est pas parce que le SLEG a eu, n'est-ce pas, à défendre les intérêts des travailleurs que maintenant on peut prendre une loi spécialement aux juristes en Guinée. Vous dites qu'on évolue conformément à nos lois. Dites-nous, cette loi dont on parle là, elle a été faite quand? Est-ce que vous pensez qu'elle a été faite juste pour vous? Vous vous écartez? Oui, effectivement, elle a été faite en 2019. Ouais. Après nos événements de 2018, après la grève de 2018, elle a été créée spécialement, n'est-ce pas, par les députés de la mouvance. C'était spécialement contre moi. Au Parlement, tout le monde était là. Les députés étaient là, de l'opposition aussi. Non, les députés de l'opposition étaient là, mais même le syndicaliste qui était là, représenté, qui a été invité, qui était présent, n'est-ce pas? Il a dit non, il s'est opposé. Mais comme ils avaient la volonté de faire... Mais c'est les représentants du peuple, ils n'ont pas de mandat à recevoir, ils sont libres d'adopter une loi. Il y avait tous les députés, il me semble, pour adopter cette disposition. C'est cette loi, pardon. Il n'y a que quand on veut adopter une loi, on se réfère, n'est-ce pas, aux règlements internationaux. On se réfère aux conventions internationales que le pays a signées. Même si, quand on est un homme de loi, n'est-ce pas, on respecte les lois internationales. On respecte, ces lois internationales disent que aucun gouvernement ne peut prendre une décision, n'est-ce pas, pour ici limiter les libertés et les droits syndicaux. D'accord. Monsieur Souma, maintenant que cette loi a été prise, qu'est-ce que vous comptez faire? Pourquoi ils ne sont pas référés à cette loi-là? Pourtant, c'est une loi supranationale. Monsieur Souma, lorsqu'on se réfère à cette loi, désormais, Monsieur Souma n'a plus le droit d'être secrétaire général du SLEG pour défendre le droit des enseignants. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Parce que dans la pratique, vous ne pouvez plus parler au nom des syndicats, des syndiqués. Pour nous, on se conforme aux lois internationales. La convention internationale qui est ratifiée par la Guinée, qui est violée par la Guinée. Donc c'est une violation des principes de la démocratie. Quel est le contenu de cette convention, justement? Et est-ce qu'elle prime sur les lois nationales? Allô? Monsieur Souma, que dit cette convention internationale dont vous parlez? L'article 3 et l'article 8 des conventions internationales disent que
dans les articles que j'ai lus devant vous, à votre émission sur les grandes gueules, vous avez les conventions. Ces lois-là disent que aucun gouvernement, aucune législation nationale ne peut faire en sorte que les statuts et règlements intérieurs n'est-ce pas, des syndicalistes qui sont élaborés, qui régissent leur fonctionnement, ne soient mis en cause. Aucun pays n'a le droit de prendre une décision, n'est-ce pas, pour empêcher un syndicaliste d'évoluer conformément aux textes qui sont élaborés, n'est-ce pas, par leur organisation syndicale. Oui. Donc c'est clair. Maintenant, si aujourd'hui il y a une législation nationale qui remet en cause ces droits et libertés, mais ça c'est une violation de ces droits. C'est très clair. À moins qu'on ne veut pas voir la réalité. Vous dites convention internationale. De quelle organisation internationale, s'il vous plaît? De l'Organisation internationale du travail. D'accord. D'accord. Alors donc en ce moment, qu'est-ce que vous comptez faire, puisque la loi elle est faite, donc elle est normalement dans le cadre précis, c'est une loi qui est universelle. Et puis la loi elle est impersonnelle. Voilà, elle est impersonnelle. Donc qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir? Dans les jours à venir, nous allons informer toutes les instances internationales. Nous allons informer l'International du travail, l'Organisation internationale du travail, parce que ce sont ces organisations-là qui ont ratifié et qui ont élaboré ces lois, et la Guinée a ratifié depuis 1959 cette loi, et chaque année qui fait que la Guinée, n'est-ce pas, est présente à la conférence internationale du travail à Genève, n'est-ce pas, on revient sur ça, et la Guinée sait que c'est des lois qu'on ne doit pas violer. Donc nous allons nous référer à toutes ces institutions-là, en tout cas pour faire en sorte que les lois, que nos libertés et nos droits soient respectés. Dernière question, Mafia. Alors, supposons, cette loi est là, on doit pouvoir s'y soumettre. Ma question, c'est par rapport au SLEG, pardon. Je voudrais bien savoir, c'est quoi l'inquiétude? Vous n'êtes pas au sein même de votre organisation. N'y a-t-il pas une personne qui puisse vous remplacer à la tête du SLEG pour que vous alliez à la retraite? C'est quoi l'inquiétude exactement? La relève n'est pas assurée au sein du SLEG? Écoutez, la loi n'est pas rétroactive. Nous avons tenu notre congrès et j'ai un mandat de 5 ans. Les travailleurs m'ont élu, n'est-ce pas, 5 ans, pour une durée de 5 ans. Et pour le moment, je suis secrétaire général du syndicat pour 5 ans. Et lorsque les 5 ans là arriveront à terme, si les travailleurs estiment que je suis là, même si je suis à retraite et qu'ils me réélisent, je vais continuer. Parce que c'est conforme à nous. Vous voulez encore un mandat? Oui, bien sûr. Si on m'élit, je vais continuer. Mais pour le moment, je continue. Je réponds à la question qu'on m'a posée. Donc je suis dans l'exercice de mes fonctions, dans l'exercice, n'est-ce pas, de mes fonctions, conformément au mandat que j'ai. Ce mandat-là n'a pas encore expiré, donc je suis secrétaire général du syndicat jusqu'à l'expiration de ce mandat-là. Comme la loi n'est pas rétroactive. Bien. Donc, Aboubacar Souma, secrétaire général du SLEG, merci d'avoir accepté l'invitation des Grandes Gueules ce matin. Radio. Les Grandes Gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. On fait moins sa maline maintenant, hein? Allez, tiens, ça c'est pour les gâteaux brûlés. Et ça c'est pour les éviers bouchés. Et ça c'est... T'as pété un boulon ou quoi? Je t'avais demandé de refaire la cuisine, pas de la détruire. Mais non, t'inquiète pas. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média. Et si vous commenciez maintenant? Merci à tous de nous écouter sur nos antennes régionales du côté du Nabaya, sur 99, du côté de Zérékoré, Boké, Mamou et Kindia également. Merci de votre fidélité. Hausse vertigineuse des prix des produits de consommation, conséquence de la dépréciation de la monnaie nationale. Les indicateurs macroéconomiques que le gouvernement a souvent brandis avec beaucoup de fierté pour vanter son action sont au rouge et le Premier ministre le reconnaît. La première réunion du comité de politique monétaire
monétaire de la Banque centrale de la République de Guinée a présenté un tableau peu reluisant. Si Ibrahima Kassori Fofana explique la crise actuelle par le coronavirus, l'opposition trouve le problème dans la gouvernance et c'est de cela il sera question ce matin. Notre invité Elhadj Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, reviendra sur les chiffres et les réalités dans les quartiers et villages. Nous évoquerons aussi l'actualité politique marquée par la détention des membres influents de son parti politique. Mais en attendant, on va avec ce sujet. Jacques Léo Aleno, GVG signe un nouveau contrat avec la Guinée. Oui, c'est important de revenir sur cette histoire parce que j'ai vu bien cet article, la convention qui a été signée par le PDG de GVG et le directeur national de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Et important. Il faut rappeler le nom. Oui. GVG, beaucoup ne connaissent pas. Oui. Rappelez Global Voice Group. Ok, merci monsieur, merci monsieur Kourouma. Donc important de revenir là-dessus parce que en début de saison nous avions quand même parlé de GVG parce qu'il y a toute une affaire judiciaire qui tourne, n'est-ce pas, autour de cet opérateur qui est arrivé en Guinée en 2009 et qui devrait aider l'autorité de régulation des postes et télécommunications à lutter contre la fraude et à veiller à ce que toutes les taxes qu'on devrait payer à la Guinée, dues bien entendu aux appels internationaux, soient payées. Le contrat a été signé pour 6 ans, à ma foi, de 2009, et donc ça devrait s'arrêter en 2014. Sauf que quand l'ancien ministre qui était d'abord passé directeur général de l'ARPT, Mami Diaby, est arrivé, il va donc résilier ce contrat. GVG va porter plainte parce qu'ils vont calculer des impayés à plus de 100 millions de dollars pour lesquels on va porter plainte contre la Guinée après l'échec des négociations à l'amiable. Donc la Chambre de commerce de Paris va condamner la Guinée à payer 21 millions de dollars à GVG. Le groupe s'était réjoui. Ça, c'était en 2016 que la sentence a été rendue. Derrière, l'agent judiciaire de l'État, l'actuel ministre de la Justice, il n'était pas encore ministre de la Justice, va donc attaquer l'affaire. D'abord, il y a un communiqué qui va être signé dans un premier temps pour démentir que la Guinée n'avait pas été condamnée. Et puis, il y a d'autres confrères qui avaient signalé que Mami Diaby avait porté l'affaire devant les juridictions internationales sans consulter, n'est-ce pas, le gouvernement auquel il appartient. Il va y avoir ce démenti de l'agent judiciaire de l'État et derrière, on va décider d'abord d'attaquer cette décision du tribunal de commerce de Paris et à l'interne, on va quand même dire, on va observer ce qui s'est réellement passé. On va finir par se rendre compte qu'il y a des agents qui ont été directeurs de l'ARPT, qui auraient donc été complices de GVG, et autour on va relever une corruption ou un détournement de fonds à hauteur de 50 millions de dollars. Donc vous vous rappelez cette affaire pour laquelle le procureur Alpha-Seni Camara a fait une communication. Dans un premier temps, il n'a pas voulu, d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, il n'ose pas citer les noms des présumés. Or, les deux directeurs sont connus, c'est un certain Morla Youla et puis Mfa Ousmane Camara, toujours en fonction, l'un au ministère de la Communication, l'autre au ministère des Télécommunications. Le procureur nous dit que l'affaire est en train d'être suivie et que les enquêtes sont en cours, sauf que nous ne savons pas trop si ça avance. Et c'est dans ce contexte, dans ce mois d'avril, nous apprenons que la Guinée fait revenir GVG pour lui confier un autre travail. Là, on dit que c'est pas la plateforme pour la régulation de l'écosystème mobile et numérique de la Guinée. Les questions demeurent quand même. D'abord, la première, pourquoi on a résilié le contrat en 2011? Est-ce que effectivement on s'était rendu compte que GVG avait volé la Guinée, ou alors GVG n'avait pas été assez efficace
dans son travail, parce que le groupe quand même dit avoir aidé la Guinée à atteindre un niveau de comment on appelle ça, un niveau d'absorption très élevé avec un revenu annuel moyen de 35 millions de dollars, ce qui n'était pas possible les années précédentes. Alors, Mami Diaby résilie le contrat et puis après il y a cette affaire judiciaire qui arrive. Nous ne connaissons pas trop l'aboutissement que le processus qui est au tribunal de première instance de Kaloum va donner. Le même groupe revient. C'est vrai que le groupe est arrivé en Guinée avant au Sénégal, parce que c'est en 2010 que le groupe est arrivé au Sénégal. Il y a eu les mêmes problèmes. Au départ, il y a eu des difficultés avec l'autorité de régulation du Sénégal. Avec la Sonatel. Il y a eu des petits problèmes et finalement, les choses se sont réglées. Après, on a dit que GVG a été quand même efficace et a porté, n'est-ce pas, l'appel international, par exemple, qui était de 0,10 € avant à 0,21 €. Donc, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été apportés. Mais si vous avez été amené à résilier un contrat, Mami Diaby, c'est quand même au nom de la Guinée, quoi qu'on dise, qu'il avait résilié ce contrat. Si vous êtes amené si vous êtes décidé à ramener le même groupe, au moins communiquer à la population sur les raisons fondamentales qui prouvent, par exemple, l'efficacité du groupe, mais ensuite l'affaire judiciaire. Justement, qui est pendante. Comment comprendre? L'affaire est pendante, on n'est pas au bout des enquêtes, on signe un nouveau contrat, Antoine Kourouma. Nous sommes en Guinée, Madame Hiro, tout est possible dans ce pays. Et moi, j'aurais bien voulu entendre le procureur qui, à l'époque, remettait en cause un peu la crédibilité de quelques cadres de ce pays qui ont été cités nommément. Alpha Séni, à l'époque, avait fait part de cette tentative de corruption dont certains cadres guinéens s'étaient rendus coupables. Et à l'époque, on parlait de plus de 50 millions de dollars. Et je crois, il y a un site de la place qui avait même cité Moustapha Mami Diaby, sur le compte de qui il y avait eu des mouvements suspects au Sénégal. Les grandes gueules. Lequel l'ancien ministre des Télécoms avait porté plainte et avait même fait une conférence de presse autour de ce sujet. Et jusque-là, il n'y a pas de clarté autour de ce dossier. On ne sait pas, parce que GVG a fait condamner la Guinée au paiement de 20 millions de dollars. Jusque-là, ce n'est pas clarifié. On ne peut pas comprendre que ce dossier soit pendant devant la justice, qu'on ne sache pas qu'est-ce qu'il y en est. Est-ce que la Guinée, à ce sujet, s'en est sortie indemne? Est-ce que GVG a été blanchi finalement? On ne sait pas où en sommes-nous. Et qu'en est-il de ces cadres? Patatras, GVG revient de plus belle avec la signature d'un nouveau contrat avec la RPT, sans qu'on ne sache ce qui s'est passé pour le précédent dossier. À ce niveau, je suis confus parce que dans les jours à venir, on doit recevoir certainement Mami Diaby, je crois, l'ancien DGA de la RPT. Il nous évite. Qui certainement va nous clarifier cela. Les grandes gueules. C'est un peu inconcevable qu'on ne soit pas situé sur un dossier précédent et qu'on signe à nouveau un contrat avec une entreprise avec laquelle tout de même il y a des soucis. Moi, je suis un peu confus et j'espère qu'on nous apportera des clarifications, parce qu'à ce niveau, à l'ARPT, il y a un détournement supposé de 50 millions de dollars qui a été annoncé, pas par nous la presse, mais par le procureur Séni Camara à l'époque, qui avait cité des noms de cadres qui étaient en exercice à l'époque. Et donc je me dis que tant que cela n'est pas clarifié, en tout cas, j'ai pas appris qu'ils ont été limogés. Si GVG revient, qu'on nous dise clairement que ces cadres qui avaient été cités, où la corruption annoncée à l'époque a été complètement réglée et qu'il n'y a pas eu de corruption et que l'affaire est carrément finie. Bien, à cette allure, Moussa Moïse, comment lutter efficacement contre la corruption? D'abord, c'est le secteur. Si on n'est pas édifié sur des sujets tels que celui-ci. D'abord, c'est le secteur des télécommunications en lui-même qui est un gros trou noir. Quand vous regardez les recettes de l'État, vous vous rendez compte que c'est une sorte de chasse gardée. Parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, c'est un secteur qui fait entrer beaucoup d'argent. Certains le comparent d'ailleurs, s'il est boosté à sa juste valeur, au secteur minier, au secteur agricole. Mais voyez-vous, quand vous intéressez beaucoup aux revenus de ce secteur, bien qu'il n'ayant pas pris son véritable essor, parce qu'on n'a pas une société de téléphonie mobile nationale qui peine donc à renaître de ses cendres, la Sotelgui, malgré tout cela, il y a une manne financière dont la gestion échappe bien entendu au compte public. Avec les sociétés téléphoniques, exactement, entre autres. Donc cette gestion, d'ailleurs, des députés à l'époque de la 8e législature, je pense, étaient montés créneau pour demander des comptes sur ce qui était fait de la manne financière. Les grandes recettes de la RPT n'apparaissent pas dans la loi des finances. Engendrées par ce secteur-là. Tu disais, Jacques? Ça, c'est
les recettes de l'ARPT n'apparaîtraient pas dans la loi de finances. C'est un gros trou noir. Allez-y comprendre un peu dans la galaxie présidentielle comment tout cela est géré. Alors, quand il y a un tel scandale lié donc à un contrat qui lie l'État guinéen à une société étrangère fondée en 1998 par l'ancien Premier ministre de Haïti, donc cette société est spécialisée dans le domaine, bien entendu, de la gestion des appels internationaux entrant dans les pays, parce que c'est pas seulement la Guinée, tous les pays qui font partie de la plateforme Smart Africa sont dedans. Mais c'est pas une société vierge en termes de reproches, en termes de scandale, parce que des pays ont quand même levé, ont tapé du poing sur la table. Je parlais du cas du Sénégal, mais avant le Sénégal, il y avait aussi le Ghana, mais l'ensemble de ces pays, parce que sérieux dans la gestion du secteur de la téléphonie mobile, ont fait appel à GVG, ils se sont assis autour de la table et ils ont pu éponger le différend, pas au détriment des pays qui accueillaient donc cette société-là. Bon, moi je ne comprends pas. Nous avons dans notre pays, en Guinée, vous le savez très bien, que la gestion des appels entrant à l'international, c'est un véritable problème pour l'ARPT. Combien de trafic autour de ce volet on a dénoncé dans ce studio? Combien de fois des gens ont été pris, relâchés plus tard, qui avaient du matériel de dernière génération. Donc, si à ce jour, on n'a pas trouvé une solution, c'est-à-dire le bout du tunnel n'a pas été vu dans le bras de fer qui a opposé l'État guinéen à GVG, et que cette société revient de plus belle avec, bien entendu, tout ce que l'on a comme avec un nouveau contrat et tout l'accompagnement qu'il faut, je me dis qu'il y a anguille sous roche, il y a des choses qu'on nous cache. Est-ce que pour éponger le différend qui opposait donc l'État guinéen à GVG, on a dit, bon, on vous fait venir pour quelques années, vous faites ce que vous avez fait, et puis mettez fin à cette histoire de justice. Quand même, un contrat de justice à l'international, là, on laisse tout tomber. Mais quand on fait un tel accord, c'est un deal sur notre dos. Il faudrait que la véritable raison soit connue, et nous allons bien entendu revenir sur ce dossier la semaine prochaine. Bien sûr, à suivre dans la deuxième partie. Je veux dire, on parlera politique avec El Hadj Cellou Dalein Diallo. Gardez votre confort d'écoute, nous revenons dans 10 minutes. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.